Bien le bonjour à toutes et à tous. Oui, moi je vais être moins volubile que Vincent, je vais devoir me tenir un peu plus à mes feuilles, parce que, mes documents écrits, parce qu'effectivement je suis dans des hauts et des bas, non plus parce que je suis dans l'avion, mais parce que le décalage aidant, j'ai encore un peu de difficulté parfois à rester dans le coup. J'aurais presque tendance à dire, Vincent a largement mis la table, alors moi j'arrive avec quelques petits grains ou quelques petites croûtes, mais je ne vous donnerai pas un aussi beau buffet que ce qu'il a déposé dans son intervention. Je souhaite aussi dans un premier temps remercier Annie pour le travail qu'elle a réalisé, et je me suis laissé porter dans une large mesure par la note que tu as écrite concernant les communautés d'apprentissage. Alors, on observe en Amérique du Nord, parce que mon mandat aujourd'hui, c'est d'incarner le point de vue nord-américain. Alors, désolé pour vous, je n'ai pas l'accent, ni américain, ni québécois, mais je vais quand même essayer de fournir quelques éléments d'analyse en lien avec l'état de la situation aux États-Unis. Alors, aux États-Unis, à l'heure actuelle, et dans le monde anglo-américain de manière générale, on observe une inflation, en fait, galopante de l'utilisation du terme de communauté. Communauté de pratique, communauté enseignante, communauté d'apprentissage, communauté épistémique, communauté discursive, communauté professionnelle, communauté d'apprentissage professionnel. Alors vous avez vu, j'ai mis la question de l'apprentissage entre parenthèses, et cette parenthèse-là, parce que mon objet va bien être les communautés d'apprentissage professionnel, la question de la parenthèse autour de l'apprentissage touche directement l'observation que Vincent a formulée, quant à savoir que d'une certaine manière, on est confronté dans le champ, la matrice qui a donné forme à la notion de communauté professionnelle, de communauté d'apprentissage professionnel, à tenter une articulation difficile entre des travaux qui ont porté essentiellement sur l'amélioration de l'école, le school improvement pour le dire en très bon français, d'une part, et la nécessité dans l'amélioration de l'école de prendre en compte des conditions qui seraient propices à l'apprentissage des enseignants, parce que d'une certaine manière, ce qu'on constate, y compris dans des projets qui ont été largement encadrés par des chercheurs et soutenus par des chercheurs dans l'établissement de communautés d'apprentissage, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui change au niveau des pratiques quotidiennes en salle de classe. Mais il ne faut pas se décourager. Ok. Alors, pour donner le ton tout d'abord, et la petite touche nord-américaine, c'est un humoriste québécois, Sol, alias Marc Favreau, décédé maintenant. Je l'ai vu en spectacle en 1976 et il avait dit une phrase extraordinaire: quand un volcan se contemple le nombril, il n'y voit que du feu. Et puis, la question de travail collectif, la question de l'apprentissage, ça implique bien une interrogation sur la décentration, ça implique bien le fait qu'on ne doit pas se laisser prendre au piège de n'y voir que du feu. Et les communautés d'apprentissage, d'une certaine manière, celles qui ont été documentées par la recherche nord-américaine, pas celles qui ont été prescrites, nous indiquent bien en fait un travail coopératif entre enseignants qui, quelque part, essayent d'échapper à ne voir que du feu. Je vais travailler en 3 temps avec vous. Dans un premier temps, je vais quand même revenir, Vincent a attiré l'attention sur des dimensions d'ordre institutionnel. Je vais revenir sur un élément de cadrage très général, sur communauté. Aux États-Unis, ça a une résonance particulière dans une société qui a été considérée par certains comme étant le modèle d'une société libérale. Peut-être qu'en France, on parlerait plus facilement de groupe, de collectif. Et donc, nos expressions traînent toujours quelque part. En sciences humaines et sociales, comme d'ailleurs je ne crois pas dans d'autres sciences, il y a des concepts universaux. On se retrouve bien avec des choses qui ont déjà traîné un peu à gauche, à droite et qui sont gorgées de valeur. Dans un deuxième temps, maintenir le cap. Alors CAP, c'est une abréviation pour communauté d'apprentissage professionnel. J'aurais dû dire la CAP, mais il y a maintenir le cap. On constate en fait que de plus en plus, les systèmes politiques, les politiques, prescrivent, pas rien que le travail collectif, mais prescrivent littéralement une organisation de l'école sous la forme de communautés d'apprentissage professionnel. Earl Grave dirait, ce sont des communautés qui sont corrompues. Alors,
on va essayer de voir un peu dans quelle mesure, effectivement, on peut essayer d'échapper à cette corruption. Et dans un troisième temps, je reviendrai à ce qui, à mon sens, peut être considéré comme un élément, vraiment l'élément central, c'est la question de l'apprentissage entre parenthèses. On parle de communauté d'apprentissage professionnel, mais la question d'apprentissage est difficilement conceptualisée dans ces approches. C'est un peu une boîte noire encore. Et puis je crois que là, justement, il y a vraiment une articulation possible entre certaines indications ou certains enseignements qu'on peut tirer de l'émergence de communautés d'apprentissage professionnel, d'une part, et les travaux en ergonomie de l'activité tels qu'ils se développent ici en France pour une part, en Suisse également. Vincent l'a souligné, on est dans un domaine où la frontière entre l'analytique et l'axiologique, si elle existe, Elias vous dirait elle n'existe pas. En tout cas, le poids de l'analytique est parfois très léger au regard du poids du politique dans les prises de position des chercheurs. Alors on a effectivement des termes qui sont très sexy, communauté, apprentissage, professionnel, ce sont vraiment, comme le dirait Jean-Marie Barbier, des concepts mobilisateurs, des concepts d'action qui nous rendent dynamiques. Mais en même temps, peuvent-ils vraiment nous renseigner sur ce qui se passe dans un établissement scolaire quand des enseignants sont au travail ensemble? Première question. Communauté, contexte sociopolitique. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur de Tocqueville, j'ai étudié ça il y a tellement longtemps, mais j'ai lu un petit texte d'une série d'auteurs américains, notamment Pamela Grossman, qui est professeure à Stanford, qui font référence à une particularité essentielle quand on use du terme de communauté aux États-Unis, c'est qu'elle serait profondément enracinée dans l'imaginaire d'une société libérale. Autrement dit, c'est un terme qu'il faut manipuler avec un certain nombre de précautions une fois qu'on l'exporte dans d'autres contextes culturels et politiques. On retrouve quelque chose dans la notion de communauté qui touche à, j'appellerais ça une citoyenneté de proximité. Et Grossman insiste sur cette idée que ça serait dans l'imaginaire américain l'espace le plus propice pour construire des relations loyales entre les personnes et exercer d'une certaine manière à la fois, entre guillemets, profiter de la liberté individuelle et d'exercer une forme de responsabilité à l'égard de la communauté locale. Et puis, Grossman et ses collaborateurs insistent également sur le fait qu'on observe, au début des années 90 aux États-Unis, une espèce de sursaut communautaire. Autrement dit, communauté d'apprentissage professionnel, on peut le dater globalement, en tout cas pour la communauté professionnelle, en 93 dans les travaux de McLaughlin et Talbert. Ça veut dire que ça fait partie aussi malgré tout, sur le plan d'une analyse qu'on pourrait qualifier de plus socio-historique, d'un mouvement, peut-être d'un analyseur. Et elle formule une hypothèse, sans trop l'étayer, mais je vous la livre telle qu'elle, selon laquelle ce sursaut communautaire serait aux États-Unis une espèce de réponse à un individualisme qui serait, somme toute, effrayé, au bord du gouffre, mis à mal par une société qui n'est non plus libérale, mais devient néolibérale. Et donc il y a cette valeur, du coup, du communauté, cette espérance qu'on le retrouve dans le terme aux États-Unis, retisser des liens sociaux qui auraient été distendus, redéfinir des normes communes, restaurer la confiance. Alors je crois que ça valait quand même la peine de simplement revenir sur le contexte général. On m'a demandé d'épouser, entre guillemets, le point de vue nord-américain. Je vous fournis quelques éléments d'analyse sur le fait que cette notion-là, en fait, elle est gorgée de valeurs et de désirs dans un contexte national particulier. Puis des travaux, au départ j'espérais que Vincent parle du School Improvement et du School Effectiveness. Je lui ai dit ce matin, vas-tu en parler, bon sang? Puis il m'a dit non. Non. On fait des signaux là-haut, okay. C'est pas assez fort. Pas assez fort, ok. Alors, simplement donc pour revenir, donc, le terme de communauté, on le place dans le contexte d'une société libérale en difficulté. Et puis, communauté professionnelle, il faut vraiment le resituer dans un courant de recherche particulier qui s'appelle le School Improvement.
c'est-à-dire un courant qui s'est délibérément engagé dans le projet de transformer l'école. School improvement au sens améliorer l'apprentissage et la réussite des élèves dans un contexte américain où il s'agit par l'instruction de pallier ou en tout cas de réussir à travailler la question d'égalité des chances. Vous voyez tout de suite le lien entre le libéralisme d'une part et ce travail au niveau du School Improvement. Puis des travaux très intéressants de McLaughlin et Talbert qui entrent en résonance avec ce que Vincent a présenté tout à l'heure. À l'école secondaire, ce qu'il a vu en Australie, vous pouvez l'observer au Québec, vous pouvez l'observer aux États-Unis. L'école secondaire est effectivement caractérisée par une division cellulaire du travail enseignant, chacun dans sa classe. Mais entre la classe et l'établissement, il y a une structure intermédiaire qui se nomme le département, à l'école secondaire, définie essentiellement autour des disciplines. Et McLaughlin et Talbert, dans le cadre de l'analyse de l'implantation de politiques aux États-Unis, le début des années 90, aux États-Unis, ils ont développé une politique dans différents États américains qui était Teaching for Understanding. C'était vraiment l'idée d'un enseignement centré sur l'apprentissage des élèves. Ils se sont intéressés à comment cette réforme-là est-elle reçue. Et ils ont comparé une vingtaine d'établissements, Californie et Chicago essentiellement. Et ils ont constaté que dans certains établissements régnait un climat coopératif qui faisait que le projet de transformation de l'école prenait. C'est de là, simplement, qu'est née l'expression de communauté professionnelle. Autrement dit, Vincent l'a pas souligné de cette manière-là, mais le concept est lié au départ à des innovations qui sont émergentes au sein des établissements scolaires. Les chercheurs les ont attrapés au vol, dans leur développement, dans leur fonctionnement, en étant relativement aveugles quant aux conditions d'émergence, et éventuellement aux conditions qui avaient été réunies pour que ces communautés se constituent au sein de l'établissement. Ça veut dire qu'on travaille quand même dans des zones d'ombre par rapport à la notion de communauté professionnelle. Elles sont là, elles sont observables, mais la recherche est assez peu disserte en fait sur les conditions qui ont permis, entre guillemets, la constitution de ces communautés. Je vais y revenir dans quelques instants. Professionnel, certes, vous avez tous entendu parler de la professionnalisation, et on peut avoir une acception, ou en tout cas un regard sur la professionnalisation comme étant essentiellement liée au développement d'une base de connaissances en enseignement. Par exemple, une position qui est défendue par Clermont-Gautier et par le CRIFPE, dont je fais partie. Mais dans les travaux sur le School Improvement, le professionnalisme enseignant va beaucoup plus toucher à des dimensions morales. Un certain nombre, même début des années 80 aux États-Unis, il y a beaucoup de travaux de recherche qui ont porté sur teaching as a moral craft. C'est difficile à traduire, mais vraiment mettant en avant cette dimension morale, éthique, pourrions-nous dire, du travail enseignant. Alors vous voyez le lien qui est en train de se nouer entre un projet volontariste de transformer l'école et d'une certaine manière une affirmation du professionnalisme qui est liée essentiellement à un souci de l'autre, j'aurais tendance à le dire de cette manière-là, à un souci pour l'apprendre et la réussite des élèves, et de manière même générale au bien-être des élèves. Donc on a là communauté, vous voyez bien la valorisation qu'il peut y avoir dans ce terme-là. Professionnel, vous voyez aussi la charge axiologique sur la dimension éthique et morale que l'on retrouve dans l'expression. Il me semblait quand même relativement important de le signaler pour avoir une compréhension globale du contexte d'émergence de la notion. Et l'apprentissage, me direz-vous. C'est un ajout tardif. Au départ, McLaughlin et Talbert parlaient de communauté professionnelle. Ce n'est pas eux qui ont introduit l'apprentissage dans l'équation, en fait. C'est des Australiens et des personnes qui sont aussi intéressées davantage au travail collectif à l'école primaire. Cet ajout d'apprentissage illustre bien l'attention que Vincent a souligné tout à l'heure
entre un niveau d'intervention et un niveau d'analyse centré sur le fonctionnement de l'école et sur la dimension organisationnelle de l'école, et la manière dont, d'une certaine manière, on pouvait altérer, façonner, toucher, modifier, influer, je ne sais pas encore très bien quel est le terme qu'il faudrait utiliser, sur les pratiques des enseignants en salle de classe. D'une certaine manière, entre la visée de transformation de l'école, un engagement de la part de ces équipes d'enseignants sur une mission commune et d'une certaine manière sur un ethos commun en lien avec la réussite des élèves et leur apprentissage, il y a un chaînon manquant. C'est comment, en étant animé par de telles intentions, très généreuses, très mobilisatrices, on est bien sur des concepts mobilisateurs, dirait Jean-Marie Barbier, faire en sorte qu'il se passe réellement quelque chose au niveau des salles de classe. Et pour qu'il se passe quelque chose, l'inconnu dans l'équation qui est introduite, c'est la question d'apprentissage. Et McLaughlin et Talbert vont vraiment, d'ailleurs, à plusieurs reprises insister sur le fait que, progressivement, la question d'apprentissage, même si elle reste une boîte noire, elle était vraiment le point névralgique pour essayer de se donner les moyens, au niveau du School Improvement aux États-Unis, d'influer véritablement sur une transformation en profondeur de la structure de l'école et de sa culture. Contexte assez général, mais pour comprendre quand même d'où ça vient. Deuxième moment d'intervention, je vais essayer de reprendre quelques éléments d'analyse relatifs à ça pourrait ressembler, ou en tout cas quelles seraient les dimensions à retenir, à mettre en évidence d'une communauté d'apprentissage professionnel. Je procéderai en 3 temps. Vincent l'a souligné tout à l'heure, et puis j'y reviendrai dans le 3e temps de l'intervention d'ailleurs, en finale. Entre parler des pratiques et entre guillemets les rendre visibles et les remettre au travail, il y a un écart. Et véritablement, dans les observations qui ont été réalisées sur des communautés de pratiques qui existaient avant l'intervention des chercheurs, la pratique est un objet de questionnement, un objet d'observation collectif. Deuxième temps, je reviendrai sur quelques éléments plus récents, des préconisations d'une certaine manière, sur ne faudrait-il pas fonder les observations et les débats, les dialogues professionnels autour des pratiques sur des informations aussi fiables, objectives que possible, en lien avec l'apprentissage et la réussite des élèves. Et donc on voit dans les communautés d'apprentissage professionnel se développer un certain nombre de ressources communes qui permettent d'une certaine manière d'objectiver les trajectoires des élèves. Et je reviendrai après sur la question des communautés corrompues, pour reprendre le terme de Lawgrave. En 12 minutes quand même, hein. Ça va aller. Tu avais autorisé 2 minutes de plus à Vincent. Oui, oui. Avec le décalage horaire, pas de problème. Mais pas bon. C'est vrai que je me suis perdu avec tout ça. Je suis incapable de tenir un texte. Et c'est écrit très petit. Alors oui, simplement, donc, il y a, dans le texte de Annie, vous allez retrouver différentes définitions des communautés d'apprentissage professionnel. Puis j'en reprends une qui est proposée par Grossman, parce qu'elle me permet de remettre en évidence 5 dimensions qui ont vraiment été travaillées par la recherche sur le School Improvement, pour essayer de décrire, ou en tout cas de cerner le phénomène d'un travail coopératif, et non pas collectif nécessairement. J'aime bien la notion de coopération, il y a la notion d'interdépendance, je vais y venir dans quelques instants, d'un travail coopératif d'enseignants autour de leurs pratiques et autour de projets d'amélioration des apprentissages des élèves. Un groupe, donc je vous le dis, un groupe de personnes liées par des liens sociaux d'interdépendance, participant à travers des enquêtes collectives au processus de décision, partageant certaines pratiques qui définissent tout à la fois la communauté, on revient sur la question de l'identité professionnelle, hein, Vincent, et sont nourris en plus, et tout à la fois la communauté et sont nourris par ceci. Si on pouvait commencer à circonscrire la notion de communauté d'apprentissage professionnel
il faudrait prendre en compte 5 dimensions. La question de l'interdépendance. On pourrait qualifier ça d'une interdépendance liée à des objectifs. Alors, je ne sais pas si vous êtes au clair avec l'apprentissage coopératif, les théories de l'interdépendance, le développement psychosocial. Je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, j'aurai pas le temps, il me reste 11 minutes. Mais c'est l'idée que les individus commencent à développer un lien fort autour d'un objectif commun. L'objectif commun, vous l'avez bien compris, c'est l'amélioration de la réussite et des apprentissages des élèves. Deuxième élément. Dans ces communautés d'apprentissage professionnel et dans les établissements qui les abritent, il y a des conditions propices à l'instauration d'espace-temps, d'enquête collective. J'aime bien le terme d'enquête parce qu'il rentre en écho avec un terme que je fais signe à Marc, mais d'autres personnes dans la salle se reconnaissent dans l'usage de ce terme-là, donc d'enquête collective, un terme qui nous vient de Dewey au départ, mais qui fait partie, entre guillemets, du jargon général maintenant du cours d'action lorsqu'il s'intéresse au travail enseignant. Clin d'œil à Vincent, ce temps d'enquête collective contribue à la déprivatisation des pratiques enseignantes, notamment à travers des dispositifs d'observation mutuelle. Il y a aussi, mais c'est moins central dans un certain nombre de travaux, cette idée que on essaye de lier l'enquête sur les pratiques enseignantes avec, excusez-moi le terme français, les outputs ou les effets sur les apprentissages des élèves. Mais ça reste une pratique qui n'est pas toujours systématisée dans les travaux que j'ai consultés. Bon, l'intérêt commun, je ne vais pas répéter ad nauseam ce qui était le projet central du School Improvement. Et un souci de la personne. Alors, il y avait le souci de l'élève tout à l'heure, le souci de son apprentissage. Mais ici, ce qu'on voit se développer dans ces communautés d'apprentissage professionnel, c'est le souci de l'autre au sens d'une ouverture, d'une tolérance, d'un respect à la divergence. Alors c'est un peu paradoxal d'une certaine manière, parce que à travers le School Effectiveness surtout, mais pour une part le School Improvement, il y avait cette idée d'une culture partagée, d'une culture commune. Donc on est souvent sur shared meaning, shared culture, des choses en genre là, on est vraiment sur le partage. Alors que lorsque on regarde un peu les études de cas qui ont été réalisées aux États-Unis sur les communautés d'apprentissage professionnel, oui bien sûr, il y a un objet commun. Mais la communauté n'est jamais là pour enterrer, entre guillemets, les divergences, mais pour pouvoir les accueillir de manière bienveillante, si je puis dire, avec loyauté, pour reprendre le terme que j'ai utilisé tout à l'heure pour caractériser les communautés dans l'éthos américain. Donc, autrement dit, on est bien aussi sur la question du dissensus qui avait été énoncé ce matin. Deuxième élément, je vous disais, dans ces communautés, c'est plus récent, mais c'est bien de faire des enquêtes. C'est bien d'aller se regarder en classe, mais certes, ça nous évite de nous contempler le nombril, mais parfois, même quand on est à plusieurs, on peut continuer à se regarder le nombril. Alors, est-ce qu'il y a moyen, entre guillemets, d'opérer un détour pour ne pas se perdre dans la lave? Et un certain nombre d'auteurs ont commencé à documenter la qualité, l'efficacité, mais vous savez, ce sont des termes qui sont un peu difficiles à utiliser, des communautés d'apprentissage professionnel, en mettant en évidence le fait que ces communautés se donnent des moyens d'objectiver les trajectoires des élèves, qui ne sont plus des moyens privés, comme on pourrait le faire avec des notes au sein du journal de classe ou des choses dans ce genre-là. Earl Grave, par exemple, documente dans une école le fait que les enseignants ont un système où des observations relatives au progrès des élèves, relatives à ses conduites, relatives à toute une série de choses dans ce genre-là sont consignées sur un dossier de l'élève informatisé et ne sont plus consignées dans un journal de classe. Tous les enseignants ont accès à un ordinateur dans la salle et ça devient d'une certaine manière une routine
pour les enseignants d'utiliser plutôt ce support-là qu'un autre. Évidemment, ces données-là doivent être consultées, travaillées, et c'est dans ce sens-là que certains ont commencé à parler d'une culture de l'apprentissage. Et donc on essaie de lier communauté d'apprentissage professionnel avec culture d'apprentissage, au sens où les communautés d'apprentissage se donnent les moyens de faire usage d'un système de régulation de leurs interventions, d'une certaine manière, auprès des élèves, d'objectivation de leurs effets. C'est un moyen de contrôle dont elles se sont dotées. Donc, on voit le lien entre les enquêtes collectives, l'objectivation des démarches et la question de la réussite des élèves. Je vais vous faire vite sur le développement de la conception normative, parce que j'aimerais bien quand même formuler quelques commentaires par rapport à l'articulation entre communauté d'apprentissage professionnel et ergonomie de l'activité enseignante. Néanmoins, Earl Grave insiste sur le fait qu'une communauté d'apprentissage professionnel, or, attention, admirez le paradoxe quand même, il dit ça ne se prescrit pas, ça ne se demande, entre guillemets, un mandat politique ne doit pas peser sur l'organisation d'une communauté d'apprentissage professionnel. Ceci dit, il y a quelques années d'ici, il avait 250 écoles en Angleterre avec lesquelles il intervenait, malgré tout dans le cadre du développement d'un projet politique, mais enfin, soit. Ce qu'il veut essentiellement mettre en évidence par rapport à cela, c'est qu'à l'heure actuelle, on observe énormément de prescriptions et d'injonctions à la mise en place ou à l'instauration, la transformation de l'établissement scolaire en termes de communauté d'apprentissage professionnel. Alors, première observation, l'établissement n'est peut-être pas nécessairement le bon niveau d'analyse pour instaurer une communauté d'apprentissage professionnel. Je vous l'ai dit, dans les travaux de McLaughlin et Talbert, le département. Parfois, ça se situe aux frontières. C'est le département, une association professionnelle. Par exemple, au Québec, l'association professionnelle, l'association québécoise des professeurs d'histoire est très structurée. L'histoire étant un enjeu énorme au niveau de l'identité sociale québécoise, les professeurs d'histoire ont véritablement une organisation très structurée, participent au débat sur l'éducation, voire même, je vais dire, littéralement, ont instauré une culture de l'enseignement de l'histoire, une vigilance par rapport à l'apprentissage, à la formation citoyenne au Québec. Bref, il y a une communauté professionnelle qui est en jeu là. Donc, est-ce que l'établissement a le bon niveau d'analyse ? Je vous laisse la question ouverte. J'aurais tendance à vous répondre possiblement non, en tout cas dans un contexte états-unien, quand on s'intéresse à l'enseignement secondaire. Une volonté aussi chez Earl Grave, on s'intéresse à la réussite, les apprentissages, mais on ne les cible pas par rapport à des contenus curriculaires précis. Or, aux États-Unis, ce qu'on a vu apparaître, c'est véritablement une pression au développement de communautés d'apprentissage professionnel en lien avec des gains assez rapides dans les deux disciplines maîtres, la littératie et la mathématique. Autrement dit, il y a une restriction de l'empan sur le souci de l'apprentissage et de la réussite des élèves qui serait nuisible, dommageable au développement, ou en tout cas au développement d'une communauté d'apprentissage professionnel. Oui. C'est pas très fort. Essaye de voir si celui-là est plus fort. Excusez-moi. Non, mais c'est ma voix. Voilà. Mais là, il te reste plus que 5 minutes quand même. Oui. Autrement dit, ce que Grave essaye de mettre en évidence, c'est que sous couvert ou sous un idéal généreux de développer des communautés d'apprentissage professionnel, le sens des mots très positifs que j'ai soulignés au début, c'est qu'on pouvait voir se mettre en place, d'une certaine manière, des dispositifs technocratiques de contrôle, voire, entre guillemets, d'imputabilité, ou de rendre, non pas visible, mais transparent, le travail enseignant, au regard d'un certain nombre de prescriptions, mises en œuvre de curriculum, etc. Troisième moment, puis il ne me reste plus que 5 minutes, mais pour vous dire, il y a un point d'articulation malgré tout entre les personnes qui ne sont pas, comment dire, des lobbyistes de l'industrie des communautés d'apprentissage professionnel, parce que c'est, aux États-Unis, il y a un très gros marché, alors ça se développe avec de l'édition de livres sur comment développer une communauté d'apprentissage professionnel au sein de votre établissement, etc., etc. C'est un marché. Mais il y a des gens sérieux
comme Warren Little, qui est une professeure en sciences de l'éducation à Berkeley, qui travaille sur le school improvement et l'amélioration entre guillemets de l'école, le school improvement aux États-Unis depuis le début des années 80, qui, au fil de ses travaux, semble, entre guillemets, mettre la table sur le point aveugle que Vincent a pointé tout à l'heure, à savoir la question de l'apprentissage. Et elle identifie deux enjeux au niveau du fonctionnement d'une communauté d'apprentissage professionnel qui me semblent être en lien direct avec les tentatives d'un certain nombre de collègues ici ou ailleurs lorsqu'ils s'engagent dans un travail d'analyse de l'activité enseignante. Premier enjeu. Comment la pratique peut-elle être rendue visible et discutable au sein d'un dialogue professionnel? Et deuxième enjeu, comment ce dialogue peut-il être productif en termes d'apprentissage et de transformation de pratique? Vincent disait, on est dans l'ordre du privé. Little reprend justement un élément de la littérature sur la cognition distribuée, à Hutchins, la question de la construction d'un horizon d'observation. Alors c'est quoi ça? Comment ça se mange? C'est d'une certaine manière mettre en visibilité les tâches, les réalisations, les effets des tâches. Là, on pourrait réfléchir notamment à comment la vidéo peut contribuer à établir un horizon d'observation qui rend du coup la pratique, son effectuation, disponible à des apprentissages, non seulement pour soi mais pour autrui. Autre chose qui entre en résonance avec l'analyse ergonomique de l'activité, dans l'intuition chez Little, c'est une entrée par les difficultés. Une communauté d'apprentissage professionnel, d'une certaine manière, pour être efficace dans le développement d'enquêtes collectives et pour développer les conditions propices à l'apprentissage, devrait emprunter une entrée par la difficulté. Et donc, toujours ce travail de mise en lien entre tâches, réalisation. J'ai utilisé le terme de réalisation, je ne voulais pas utiliser le terme d'activité parce que ce n'est pas le terme qui est utilisé par Little et je ne voulais pas commencer à, entre guillemets, européaniser le point de vue nord-américain et les effets de la réalisation. Deuxième élément par rapport à rendre visible. On rend visible une pratique, mais la pratique n'est pas visible si on ne rend pas visible également la langue de métier. Les ressources engagères à l'aide desquelles les personnes construisent du sens autour de leur activité. Les chaînes de pensée qu'ils mobilisent pour opérer des découpages dans leur expérience. Et donc, un enjeu pour commencer à penser les questions d'apprentissage au sein d'une communauté d'apprentissage professionnel serait effectivement alors d'identifier les schémas de pensée en jeu dans les dialogues professionnels. Évidemment, pas pour le plaisir de faire de la recherche et de les identifier, mais essentiellement pour pouvoir après en faire des objets d'apprentissage. Puis, en anglais, c'est normalizing. Je l'ai traduit par normalisation, mais si Schwartz était là, il dirait oh, ben, ça ressemble pas mal à la renormalisation. Ce que Little a commencé à documenter dans ses études de cas, c'est un processus où la difficulté est instituée comme étant normale. Elle est typique du métier. Les autres se reconnaissent dans cette difficulté et les caractéristiques du métier. Alors, dans un premier temps, elle documente le fait que cette normalisation a des effets assez importants au niveau de la dynamique de la communauté, en termes de réassurance d'une part, et de solidarité entre les personnes. Et puis, de manière plus précise, elle nous dit qu'il y a un type de normalisation qui serait, entre guillemets, davantage constructif ou productif en termes d'apprentissage, parce qu'elle en identifie de deux sortes. Première forme de normalisation, qui est juste en fait de reconnaître la difficulté comme étant typique, et puis on passe à autre chose. Et une deuxième forme de normalisation, c'est où cette, entre guillemets, typicalité de la difficulté. Là, je suis vraiment en train de européaniser l'Amérique du Nord. Devient le point de départ d'une enquête collective.
Et Little identifie un certain nombre de points tournants dans ce travail. C'est un travail où la difficulté est à la fois dépersonnalisée parce qu'elle n'est plus rien que la mienne, les autres s'y reconnaissent, donc quelque part, elle n'est plus en tout cas liée à ma singularité en tant que personne. Elle est d'une certaine manière un objet de reconnaissance au niveau du métier. Et où elle est réappropriée par la communauté évidemment, puisque je me reconnais dans ta difficulté, et ce faisant, je remets des difficultés similaires au travail à travers le dialogue, et donc il y a ce travail de réappropriation de la difficulté. Ce travail, elle le documente en montrant que c'est pas rien que juste, à nouveau, se contempler le nombril. On cherche ce qui motive la difficulté. On discute de ce qui pourrait la motiver. On formule des hypothèses. Et on formule aussi des hypothèses sur des modes opératoires pour éventuellement y faire face. Des modes opératoires qui ont déjà été mobilisés ou des modes opératoires qui pourraient être mobilisés. Ce que Little observe, c'est que à travers ces dialogues, quand ils sont productifs, c'est que la difficulté est reformulée à différents niveaux d'analyse et à des niveaux de plus en plus généraux, en mettant en évidence l'importance que la communauté puisse disposer d'un certain nombre de principes d'action, apportés par la conversation, par les membres de la communauté. Principes d'action, mais qui lient toujours des questions, entre guillemets, de compréhension de ce qui motive la difficulté et des dimensions opératoires. On n'est pas juste sur des principes généraux, mais on est vraiment sur un lien entre guillemets, une compréhension du concept qui est en jeu et des modes opératoires qui pourraient être liés. Frédéric, oui, excuse-moi d'être brutal, mais il faut qu'on puisse terminer. Ok. Une conclusion, s'il te plaît. Oui, alors je vais conclure de cette manière-là. Il ne restait plus grand-chose, des éléments qui pourront être injectés au niveau de zones d'observation, mais qui permettent vraiment de faire le lien avec le travail très méticuleux que les collègues en ergonomie de l'activité enseignante opèrent. Mais j'aimerais terminer sur deux éléments un peu plus provocateurs d'une certaine manière. En Amérique du Nord, la professionnalisation de l'enseignement n'a pas été portée par les enseignants, mais aux États-Unis et au Québec, a été portée par des chercheurs en éducation qui, sous couvert de professionnalisation, ont légitimé leur statut, structuré le champ, organisé la formation des enseignants, bref, gagné du capital symbolique dans le champ de la recherche universitaire. Mais on est quand même en droit de se poser la question de savoir dans quelle mesure cette logique-là n'a pas contribué, si ce n'est à l'aliénation du métier, à sa dépossession. Alors, vous faisais une petite paraphrase de Marx, mais vous savez, cette idée, quand Marx évoque une forme de nostalgie et s'en prend de manière assez virulente au développement du machinisme et du salariat, mais une forme de nostalgie par rapport au métier, mais c'est bien ça. Est-ce que la professionnalisation de l'enseignement ne produit pas dans le métier d'enseignant dont elle s'empare une classe de simples manouvriers? Et puis, comme il ne faut pas toujours tout voir en noir dans la vie, cet espoir, ce maillage, j'espère, entre différents éléments relatifs au fonctionnement de communautés d'apprentissage professionnel et ce qu'on fait en ergonomie de l'activité. Dans quelle mesure la réhabilitation du métier, à travers l'analyse ergonomique, réhabilitation du métier, c'est-à-dire le métier tel qu'il s'exécute au quotidien et pas tel qu'il devrait être, tel que pensé par des universitaires ou des politiques. Sa reprise en main au sein de communautés, on utiliserait plus, si je pense aux collègues de l'équipe ERGAP, collectif que communauté. Est-ce qu'il n'y a pas là justement l'ouverture de nouvelles voies possibles, à la fois pour l'enseignement, pas nécessairement pour les enseignants, parce que c'est bien la santé du travail qui nous préoccupe comme ergonomes, et aussi pour l'apprentissage, et puis j'espère que les discussions que nous aurons aujourd'hui nous permettront au moins d'envisager quelques pistes par rapport à cette question-là. Merci.